podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, on va parler de Cube, du premier Players Tour, quelques news et des cartes bannies pour représentation raciste. C'est parti pour l'épisode 7. Pour rappel, le Cube, c'est un environnement de draft de 555 cartes dans ce cas-là, toutes en un seul exemplaire, c'est-à-dire un format singleton. 8 joueurs se rencontrent pour faire un draft avec donc des vrais gens de 360 cartes de ce pool de 555. On draft 3 de ces boosters, c'est un phantom draft, donc on ne garde pas les cartes, puis match en best of one, et puis c'est parti pour le fun. La spécificité de ce cube, c'est qu'il est composé de cartes du standard, de l'historique, et aussi des sets historiques Anthology 1, 2 et 3. Donc ça fait finalement un pool de cartes assez important, assez sympa. Donc on a un power level, un niveau de puissance des cartes un peu plus faible qu'un cube moderne, ce qui est un petit peu à quoi on pouvait s'attendre. J'ai trouvé un article très intéressant du site MTG Arena Zone qui nous donne les points principaux pour réussir l'un de ces drafts. Car je rappelle, le premier draft est gratuit, et ensuite c'est 600 gemmes ou alors 4000 gold. En premier, avoir un plan. Il faut vraiment drafter un deck cohérent parce que notre deck final, malgré le fait qu'il fasse 40 cartes, sera plus proche d'un deck construit que ce dont on a l'habitude pour un draft de set normal. Donc pour avoir un plan, il faut connaître un peu les cartes, vous pouvez aller voir la liste, et je vous rappelle aussi que vous pouvez tester de drafter à l'avance sur un site comme Cube Cobra, où la liste du cube est présente, et comme ça vous pourrez voir quels sont les différents plans. Numéro 2, aller vers la puissance. Il y a des cartes très fortes, comme par exemple Ulamog, la fin insatiable. Il ne faut pas se contenter de jouer des bears, des ours, des petites de 2 pour 2, et espérer gagner comme un draft classique. Il y a vraiment des cartes puissantes, et donc il faut aller dans cette direction. Certaines combos sont même possibles. Numéro 3, prioriser le mana fixing et les terrains. Vu qu'on a beaucoup de cartes très puissantes, ce qu'il faut c'est pouvoir les jouer. Et si on obtient toutes les cartes les plus puissantes mais qu'on ne peut pas les jouer sur la curve, eh bien l'adversaire le fera avant nous. Donc dans cet environnement, il y a des fixeurs de mana, des terrains multicolores, etc. Il ne faut pas oublier de les prendre assez vite, c'est beaucoup plus important que pour un draft classique. Numéro 4, faites attention au build around. Qu'est-ce qu'un build around? C'est une carte qui va indiquer toute une stratégie qui se construit autour de cette carte en particulier. On peut citer par exemple la carte de Plume l'Affranchi, c'est un ange Boros qui va permettre de récupérer ses pump spells ou alors tous ces sorts qui ciblent ce même ange pour pouvoir les rejouer à chaque tour. Donc à partir du moment où on draft cette carte, on a accès à une stratégie très puissante mais très spécifique. Il va falloir drafter en fonction tous les combatrix qu'on peut à partir de ce moment-là. Pensez-y, ça peut vous permettre d'avoir un deck plus puissant que les autres grâce à ces synergies données grâce au build around. Enfin, attention aux cartes pièges comme Filière Soudaine ou Mémorial d'Achroma. Ces cartes peuvent sembler très fortes dans un draft classique, mais là, elles sont un petit peu plus faibles en termes de power level, donc faites attention à ces cartes qui peuvent sembler très fortes à première vue, mais dans cet environnement ne seront pas aussi bonnes que prévu. Autre exemple, clé variable qui nécessite beaucoup d'artefacts vraiment pour que ce deck fonctionne et que cette carte fasse quelque chose, ou alors Juggernaut, attention, cette carte n'a pas été bonne depuis 2003. En tout cas, allez-y, le premier draft est gratuit, profitez-en, essayez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Maintenant, standard, à quoi ressemble la méta après les bans de la semaine dernière où je vous rappelle, Feu de l'Invention et Agent de Traîtrise ont été bannis. Quand je me demande quelle est la méta, moi je vais voir sur le Discord du groupe Perf qui vraiment travaille à déterminer quels sont les meilleurs decks et à les améliorer. Donc cette semaine, dans le tier 1, il y a Témur Réclamation, tier 2 Jund Sacrifice, Rakdos Sacrifice, Mono Rouge, Bant Midramp, c'est-à-dire Bant Midrange avec bien sûr du ramp, pareil Sultai Midramp, Azorius Control et Bro Cycling. Une méta standard que légèrement changée, mais sûrement plus fun, mais en tout cas, c'est possible qu'elle change encore parce que, transition, ce week-end, il y a les premiers Players Tour. Qu'est-ce que le Player Tour? Pour rappel, c'est ce qui remplace les Pro Tours actuellement, qui ont un price pool bien réduit par rapport à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années, mais qui a le mérite d'exister, qui est uniquement sur Arena. Chaque joueur est chez soi, l'équipe de coverage est aussi chez soi, et on peut toujours suivre ça sur twitch.tv/magic. C'est un coverage assez sympa, somme toute, pour un tournoi sur Arena.
En tout cas, ce week-end du 13 et 14 juin, il y a 2 Players Tour et la semaine suivante, il y a le Players Tour 3 et 4. Tout ça, ça va faire des qualifications pour le Players Tour final qui va avoir lieu le 25 et 26 juillet ainsi que le 1er août. Alors on verra peut-être des surprises. En tout cas, moi, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai juste vu Shintaro Ishimura qui joue Bleu-Noir Contrôle. Grosse surprise, pour l'instant il a 1-0. Je ne sais pas s'il va gagner avec ça, mais ça fait plaisir de voir des decks différents. Et comme dirait Andrea Mengucci qui faisait le coverage de ce match, que serait Magic sans ces japonais pour créer des decks originaux et avoir le courage de les jouer au PT. En tout cas, moi j'ai apprécié le coverage, c'est un moment sympa, et on verra si ça change la méta du standard. Juste un petit mot pour voir qu'est-ce qui se passe dans le format historique. J'avais dit la semaine dernière, sans aucune justification, c'est vrai, que le deck Winota était encore toujours trop fort car il n'était pas banni. Ce n'était pas moi qui avais cette idée, mais c'était le sentiment que j'avais cru glaner sur les réseaux sociaux parmi les pros, parce que moi je joue pas tant que ça à l'historique. En tout cas, le lendemain de ce podcast, Winota était suspendu dans le format. Donc faut croire que c'était assez fort, et en tout cas je me demande ce que ça va faire pour ce format. Et enfin, une dernière news tout à fait sympa, le SCG Tour, cette série de tournois faits par le magasin Star City Games, ne peut plus avoir lieu en papier, donc ils vont faire un SCG Tour online sur Arena. Ça va donc enfin être l'occasion pour les Européens de stater à cette compétition qui est un petit peu différente que ce qu'on connaît dans les Grands Prix et dans les Pro Tours pour ceux qui les font. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça fait des gens en dehors des États-Unis qui jouent dans le SCG Tour. Donc, affaire à suivre. Maintenant, une news qui nous fait nous plonger dans un passé tumultueux de Wizard qui nous revient jusqu'à aujourd'hui. En effet, un article a été publié par Wizard of the Coast qui montre que 7 cartes ont été bannies, 7 vieilles cartes du jeu Magic ont été bannies pour des références racistes. Donc je vais faire la liste de ces cartes et on va faire confiance à Zakil de Merfolk Magic qui a fait un détail de chacune de ces cartes qui nous explique pourquoi ces cartes ont été bannies de tous les formats et en quoi elles sont racistes. C'est parti pour une triste liste. Tout d'abord, la plus évidente, c'est Invoke Préjudice. C'est une carte bleue qui a été éditée en 1994. Donc là, on parle vraiment que de vieilles cartes. Ça, c'était l'édition Legends. Cette carte est vraiment terrible parce qu'elle illustre des gens vraisemblablement qui ressemblent à des personnages du Ku Klux Klan, qui font référence à des discriminations de couleur dans le texte. Et l'illustrateur de cette carte a un historique qui a été révélé par la suite de néo-nazi. Donc vous pouvez le googler si vous voulez, mais c'est vraiment pas joli. En plus, cette carte était archivée à la page 1488 du site Gatherer. Donc ce nombre est tristement célèbre pour être un cri de ralliement raciste. Je vous laisse googler ça si vous en avez envie. Mais tout ça justifie largement ce ban de Invoke Préjudice. Ensuite, on a la carte de Legends aussi, Cleanse, qui est un genre de Wrath of God, mais qui a été banni juste pour le fait que Cleanse, c'est un mot très proche de Ethnical Cleansing, donc qui rappelle vraiment des heures très sombres de notre histoire, et il n'y a pas de raison que ça reste dans notre jeu. Ensuite, Stone Throwing Devils, des diables jeteurs de cailloux, une carte qui fait référence à des traditions musulmanes. Pourquoi est-ce que cette carte représente les musulmans comme des démons? C'est un peu perturbant, et ce qui fait le ban de cette carte aussi. Ensuite, Pradesh Gypsies, parce que gypsy ou gitan en français, qui a été jugé par certaines institutions comme un mot raciste à ne pas utiliser. Donc on entre peut-être dans le champ du discutable, mais en tout cas, cette carte est bannie aussi. La carte dont, selon si j'ai bien compris, la communauté est le plus discutable, c'est la carte Jihad de Arabian Nights, qui a été bannie parce que Jihad peut faire référence à des choses plus ou moins violentes, selon si on s'intéresse à ce qui est dit dans certains passages du Coran. Et c'est pas à moi de commenter ça, mais cette carte a été aussi bannie. Ensuite, pour les mêmes raisons, la carte Croisade a été bannie, parce que ça fait aussi référence à des guerres religieuses, et donc ça n'a rien à faire dans Magic. Et enfin, la carte Imprison, dans l'illustration, représente un emprisonnement très perturbant d'une personne noire, et se vaut d'être bannie. Voilà, c'est pas évident de parler de tout ça, j'espère qu'on va pouvoir mettre tout ça derrière nous et aller de l'avant. Cette triste histoire m'a rappelé la chaîne YouTube de Zakil, qui est Merfolk Magic, qui nous renvoie au début du Magic sur YouTube,
qui était pour moi un petit peu une ère bénie, loin des vidéos professionnelles qui sont produites de nos jours par Tolarian Community College ou par Loading Ready Run. En effet, à l'époque, sur Merfolk Magic, on avait l'auteur qui nous montrait les cartes qu'il mettait dans son cube, qui petit à petit nous relatait l'obtention de chacune de ces cartes du Power 9 pour son cube, jusqu'au culminement de cette série lorsqu'il a fini par acheter le Lotus Noir et qui publia même une vidéo de lui en train de faire un bend test de son Lotus Noir en direct. C'était une époque un petit peu naïve et plus artisanale de la production de contenu de Magic. On parle 2014-2015 et ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs. Donc si vous voulez voir de la production de vidéos Magic vintage, allez voir Merfolk Magic sur YouTube. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.